Actualité, news, informations concernant Manchester United. C'est ici que ça se passe sur Legacy United. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. L'équipe, aujourd'hui, il y a match. Enfin, plutôt demain à 3h30 du matin face à Bournemouth. Summer Series partie 2. Donc, pour moi, c'est vraiment un gros test face à Bournemouth parce que Bournemouth n'est pas West Ham. Bournemouth, ils nous ont titillé la saison dernière. Donc dans cette vidéo, on va parler un tout petit peu de ce match-là, de ce que j'attends face à Bournemouth. Et ensuite, dans une seconde partie de cette vidéo, on va discuter Mercato et surtout du numéro 9. Sur ce, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc voilà les gars, aujourd'hui match face à Bournemouth. Face à West Ham, comme je l'ai dit dans mon débrief, il y avait des points positifs et aussi évidemment des points négatifs. Mais on va juste souligner les points positifs déjà. Dans un premier temps, c'est que il y avait eu beaucoup de vitesse dans le jeu. Le double pivot, pour moi, ça, c'était vraiment positif. Et j'espère que dans ce match face à Bournemouth, nous allons partir exactement avec le même milieu du terrain, avec le même double pivot. Histoire que cette double pivot-là nous confirme dans un gros match face à une équipe beaucoup plus solide qui presse beaucoup plus. Parce que oui, les gars, Bournemouth, c'est une équipe qui va te presser. Ils vont te presser. Et ça, on l'a vu ça à plusieurs reprises l'année dernière. Et surtout, je ne sais pas si vous avez regardé le match de préparation de Bournemouth face à Everton. Dans le deuxième période, ils ont vraiment pressé haut Everton. Et justement, ils ont commis les erreurs derrière. Donc, il faut s'attendre à cela face à cette équipe de Bournemouth. Il faut s'attendre à se faire presser parce qu'ils vont mettre l'intensité, le pressing. Et justement, pour moi, ça, c'est un vrai test pour ce double pivot. Comment ils vont se débrouiller face à une pressing constante sur eux. Donc, voilà. Pour moi, il ne faut pas changer le double pivot. C'est pas le moment de faire des petits paris à gauche, à droite. Il faut aligner Mainoo ou Ugarte. Absolument. Histoire de voir ce qu'ils vont donner face à une grosse équipe. Comme ça, les gars, on pourrait voir aussi si le deux là, Mainoo ou Ugarte, ils seront prêts face à Arsenal. Parce que le match face à Arsenal, ça se rapproche à grands pas, les gars. Le début de la saison, ça se rapproche à grands pas. Donc voilà, pour moi, double pivot, il faut les aligner. Et peut-être aussi, c'est l'occasion aussi pour nous de observer Sékou Koné. Il faut que Sékou Koné soit lancé. Évidemment, dans ce match-là, il ne va pas y avoir Brian Bemou, ou bien Joshua Zirkzee, ou bien aussi Lisandro Martinez. Parce qu'en fait, ils sont encore sur le retour, ils ne sont pas prêts à 100%. Concernant Brian Bemou, le coach, il estime que le joueur, il n'est pas encore prêt physiquement, qu'il lui faut son petit temps d'adaptation et on va peut-être le voir dans le partie 3 du Summer Series, c'est-à-dire face à Everton. Donc voilà. Pour ce qui est de l'équipe alignée, que j'aimerais que Ruben Amorim aligne face à Bournemouth, gardien de but, je pense qu'il va partir avec Bayandir. La défense aussi, il ne faut pas que ça change pas. Il faut pas que ça change. Lenny Yoro, De Ligt et Aiden Even. Il faut que les trois ils sont alignés. Parce que les gars, Lenny Yoro et Aiden Even, ils sont propres à la relance. À la relance, ils sont propres. Ils sont bons techniquement. Donc pour moi, eux, c'est les futurs défenseurs de Manchester United. Et évidemment, De Ligt en patron. De Ligt qui est un défenseur que j'adore, que j'aime bien. Et c'était un des satisfactions côté Manchester United l'année dernière aussi. Donc voilà, De Ligt pour moi, il fait partie de cette trio que j'aimerais voir cette saison. Aiden Even, Lenny Yoro, De Ligt et pourquoi pas Mazraoui aussi, il est là. Bref, je pense que dans ce match-là face à Bournemouth, il va partir avec les trois. Milieu de terrain, comme je l'ai dit, Lenny Yoro, Kobe Mainoo, Ugarte, piston gauche Dorgo, piston droit Amad Diallo, les deux 10 Bruno Fernandes, Matheus Cunha,
Numéro 9. Moi, je partirais sur du Obishido, les gars. Obishido. Parce que Rasmus Højlund, les gars, pourquoi on va le faire jouer alors que le joueur, il est potentiellement sur le départ? Pour moi, il vaut mieux laisser la chance à Obishido, la chance de briller, de convaincre Ruben Amorim, et surtout, voilà. Parce que, les gars, il faut savoir une chose, c'est que Manchester United veut recruter un numéro 9. Si on arrive à recruter ce numéro 9, Rasmus Højlund, il va partir, les gars. Donc, vaut mieux faire la pré-saison avec un Obishido et peut-être faire rentrer en cours de jeu un Rasmus Højlund. Voilà, ça c'est ce que je propose, moi. Parce que Obishido, il va rester avec nous toute la saison. Donc, voilà. Sur ce, les amis, j'ai sélectionné 2 commentaires. Premier commentaire, ça vient de Paul Boy. Merci pour la vidéo, franchement, Dorgu, pour moi, il peut devenir un grand joueur de football. Il est très athlétique, il ne se blesse pas beaucoup. Franchement, Manchester United a bien fait de le recruter. Je suis tout à fait d'accord. Les gars, depuis son arrivée, Patrick Dorgu, je l'ai toujours défendu. Évidemment, il y a plusieurs personnes qui disaient il est nul, il est limité, il sait pas faire des centres, etc. Et les gars, on l'a recruté, s'il vous plaît, à Lecce. Qui connaissait Lecce, honnêtement? Même moi, je n'étais même pas au courant que Lecce était en Serie A. On l'a recruté à Lecce. Et on l'a recruté d'abord dans un premier temps pour ses qualités athlétiques. Parce que c'est un joueur athlétique, vitesse, rapide, explosif, qui est vraiment capable de dynamiser ce couloir gauche. C'est pour cela, dans un premier temps, qu'on a recruté Patrick Dorgu. Et évidemment aussi, c'est un jeune à fort potentiel que Ruben Amorim va façonner. Et surtout, depuis son arrivée, ok, il est nul sur les centres, offensivement, il prend les mauvaises décisions l'année dernière. Mais, défensivement, il était bon. Après, oui, il y a eu un petit passage, un petit flottement à partir de Ipswich, où il a pris un carton rouge, jusqu'à Lyon, où il s'est fait balader. Mais après, dans l'ensemble, pour moi, il était solide défensivement, beaucoup d'interceptions, beaucoup bon défensivement. Il se propose offensivement. Il apporte vraiment cette course folle sur son couloir. Donc oui, les gars, moi j'étais toujours en train de défendre Patrick Dorgu. Je disais toujours que c'était un bon joueur. C'est clair encore qu'il doit s'améliorer dans les centres, dans les tirs. Mais sinon, les gars, c'est vraiment quelqu'un, c'est un titulaire en puissance. Et je suis d'accord avec ça, Paul Boy. C'est un titulaire en puissance. Et aussi, les gars, une chose. Dorgu, on avait l'impression que Dorgu, il était dans l'ombre. Pourquoi? Parce que des fois, les gars, dans un match, sur son couloir, il y avait Garnacho. Depuis son arrivée, c'était Garnacho qui était sur son couloir. Donc, des fois, vous voyez pas un Dorgu qui fait des appels en profondeur, qui répète les mêmes efforts, mais il n'est jamais servi par un Garnacho. Parce que oui, Garnacho est égoïste, les gars. Il lève pas la tête, il voit pas les déplacements des joueurs à côté de lui. Du coup, on a l'impression que oui, Dorgu, il est nul, etc. Mais les gars, le nombre d'appels qu'il te fait dans un match, même à la 70e, 80e minute, il va te faire une appel. Mais il n'est jamais servi par Garnacho. Ou très rarement d'ailleurs. Et ça va changer cette saison, les gars. Ça va changer. Parce que Garnacho, c'est pas Cunha. Cunha, lui, il voit ses coéquipiers. Il lève la tête. Et là, les appels tranchants de Patrick Dorgu, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. On l'a vu là, on l'a vu. Et ça va se répéter tout le temps. Et il faut aussi que le joueur il s'améliore évidemment sur les centres. Ça reste quand même... si Dorgu, les gars, si Dorgu, il est vraiment bon dans les centres, s'il travaille vraiment ses centres, ses frappes, on tient là, les gars,
un des futurs, un des meilleurs latérales gauche, piston gauche du monde. Parce que c'est ça en fait qui fait que Hakimi il fait partie des meilleurs. Ce qui fait que comment il s'appelle Nuno Mendes il fait partie des meilleurs. C'est que c'est des pistons qui est capable de marquer, qui est capable de délivrer des passes décisives. Et c'est là que j'attends Patrick Dorgu. Donc voilà. Deuxième commentaire du jour, ça vient de Léomani 8537. Il nous dit il est bon mais son prix me dérange. C'est-à-dire, il parle là par rapport à Sesco. Pour ceux qui n'ont pas vu, les gars, j'ai fait un short par rapport à Benjamin Sesco. Je vous explique le contexte. En fait, jusqu'à là, je faisais pas gaffe concernant Benjamin Sesco. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était le milieu de terrain, le cible qu'il fallait. Donc, je faisais pas gaffe sur les rumeurs du numéro 9, etc. Évidemment, j'avais ça dans le coin de ma tête, mais moi, je voulais vraiment qu'on se concentre sur un gros milieu de terrain. Donc, c'était pas une priorité pour moi, et ni dans ma tête aussi, c'était pas une priorité. Mais, je voyais des rumeurs prendre de l'ampleur concernant Benjamin Sesco. Et je sais qu'il y a 3 ans passés, déjà, on parlait beaucoup de lui, hein, quand il était encore à RB Salzbourg, en Autriche. On parlait déjà de lui. Ou même quand il était en... Depuis 3 ans, en fait, on parlait beaucoup de Benjamin Sesco. Je me rappelle encore l'époque où on signe Rasmus Højlund, il y avait Benjamin Sesco dans la liste. Donc je me suis dit, bon, allez, aujourd'hui, je vais regarder qui est Benjamin Sesco, comment il joue Benjamin Sesco. Donc je me suis lancé, j'ai tapé des choses sur YouTube, Benjamin Sesco, là ça me montre des actions. Et là, les gars, quand j'observe le style de jeu de Benjamin Sesco, je vois quelque chose de ressemblant à du Gyökeres. Il y a quelque chose de ressemblant à Gyökeres. Du coup, je me suis dit, et si finalement Sesco était le nouveau Gyökeres du Ruben Amorim? Ça tient tout du bon sens, les amis. Et surtout, il y a un homme en interne qui fait le pressing, Christophe Vivel, qui veut qu'on signe Benjamin Sesco, parce qu'il le connaissait avec le groupe Red Bull, etc. Donc, je me suis dit, les gars, pour moi, les gars, ça peut être une piste intéressante. Évidemment, les gars, il y a des choses aussi que je comprends pas. Vous voyez, hein, selon les rumeurs que j'ai vues, il y avait Ollie Watkins qui était dans le lot, dans la liste de Manchester United, et Benjamin Sesco. Donc il y a plein de fanbase qui disent oui, Benjamin Sesco c'est un jeune, il va flop. Alors que si on va chercher Ollie Watkins qui a l'habitude de la Première Ligue, lui il va réussir. Non les gars, pour moi Benjamin Sesco c'est un pari. Mais personne, on ne sait pas s'il va flop ou pas. On ne le sait pas ça. Si ça se trouve, Benjamin Sesco, il arrive, il va te claquer 20 buts, 30 buts par saison. Et surtout, c'est une promesse encore, il n'a que 22 ans. Et si ça se trouve, Ollie Watkins, il arrive à Manchester United, il va claquer que 5 buts. Il va faire du Rasmus Højlund, si ça se trouve. Les gens, en fait, ils ont trop tendance à dire que avec Ollie Watkins, on va potentiellement faire le même coup qu'on a fait avec Van Persie. Mais Ollie Watkins, les gars, c'est pas Van Persie. C'est pas Van Persie. Et surtout, ce qu'on voit en Première Ligue, c'est que on voit un Ollie Watkins qui est en baisse physiquement, légère baisse. Et surtout, c'est un joueur qui prend de l'âge. Ok, en général, les attaquants, plus il vieillit, plus il mûrit, plus il devient fort. Un peu comme le vin, me disait un pote à moi, tu vois. C'est un peu comme un vin, les numéros 9. Plus il vieillit, plus il devient ultra fort. Un peu comme Karim Benzema.
Mais qui nous dit, est-ce qu'il y a vraiment une garantie que Oli Watkins, il va réussir à Manchester United? Est-ce que déjà Oli Watkins est un attaquant compatible au système de jeu de Ruben Amorim? Il y a plein de questions, les gars. Le seul avantage de Oli Watkins, c'est que c'est un attaquant qui a l'habitude de la première ligue. Et que Benjamin Sesko, c'est un pari. Mais rien nous garantit que Benjamin Sesko, il va flop. Rien nous garantit cela. Pour moi, ça reste un pari. Donc il enchaîne. Le véritable problème de Manchester United depuis le départ de Sir Alex, ils ont oublié la devise, c'est pas le joueur qui fait le club, mais le club qui fait le joueur. Je suis tout à fait d'accord avec ça et on a vu ça aussi sur le cas Marcus Rashford. Le joueur, il s'est cru au-dessus du club et donc il s'est cru tout permis. Je me rappelle encore de cette époque avec Olé, où Olé lui a dit de se concentrer au football et que juste après, Olé s'est excusé auprès de Rashford et de sa famille. Personne ne prenait les décisions à l'encontre de ces joueurs-là jusqu'à maintenant. Et ça, je suis plutôt content que le nouveau board, il est en train de corriger cela. Et c'est pour ça, le gars, que j'adore Ruben Amorim, parce qu'il vient, il dit, Rashford, Garnacho, j'en veux pas. Et derrière, il le justifie en plus. C'est une masterclass. Donc, les gars, il faut aussi savoir une chose, c'est que même niveau recrue, ça a changé. On n'utilise plus cet argument, oui, viens chez nous, on a de l'argent. Les gars, pour rappel, Cunha, il a rejeté les meilleurs clubs pour rejoindre Manchester United. Bemou, il a rejeté Arsenal, Newcastle, Tottenham, des clubs qui jouent la Ligue des Champions, pour Manchester United qui a fini 15e. Et maintenant, c'est Sesko qui rejette Newcastle pour Manchester United. Les gars, il ne s'agit pas de compétition quoi que ce soit. C'est juste la marque d'un club qui a marqué l'histoire. Et ça, c'est quelque chose que j'adore du coup. C'est que on arrête d'utiliser cet argument. Venez chez nous, on a de l'argent. On utilise plutôt venez chez nous parce qu'on a un projet à proposer. On est Manchester United. Donc voilà, c'est le masterclass tout ça, les gars. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'attaquant, le numéro 9, devient une cible prioritaire côté Manchester United. Jusqu'à présent, les gars, il y avait 2 sur la liste. Oli Watkins et Benjamin Sesko. Mais dans ces dernières heures, c'est Benjamin Sesko qui a pris l'ascendant. Pourquoi? Parce que le prix demandé par Villa par rapport à Oli Watkins est ultra élevé. 60 millions de livres sterling pour un joueur de 29 ans. Alors que Sesko, 22 ans, 70 millions de livres sterling. Donc, selon Fabrizio Romano, apparemment, il y a eu une discussion entre Manchester United et Leipzig au cours de ces dernières 48 heures pour évoquer un éventuel transfert. Les détails, ce que veut Leipzig, si Leipzig était ouvert à un échange, etc. Concernant le camp Sesko, ils sont ouverts pour rejoindre Manchester United et il est même prêt à repousser l'offre de Newcastle pour Manchester United. En interne, Christophe Vivel, un grand admirateur de Benjamin Sesko, il pousse énormément pour qu'on signe l'attaquant, le numéro 9 de Leipzig. Donc les gars, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pari. C'est un pari. Ça peut être aussi un pari risqué, mais comme je l'ai dit, ça peut être aussi lui la solution. Qui nous dit que le joueur, il va pas nous claquer 20 buts, 30 buts la saison prochaine? Du moment que c'est étudié en interne, du moment que c'est ce que Manchester United veut, moi je dis oui tous les jours. Benjamin Sesko, les gars, c'est un prodige. C'est un joueur avec beaucoup de talent. C'est un joueur complet. Et j'ai pas de doute sur le fait qu'il pourrait réussir à Manchester United.
Parce que par rapport à un Rasmus Højlund à l'époque, moi je pense que Benjamin Sesko, il a eu le temps de mûrir et surtout de développer son jeu. Et surtout, c'est pas pour rien qu'un Arsenal était dessus. Juste ça. Donc, évidemment, comme je l'ai dit, Manchester United est prêt pour signer Benjamin Sesko, mais le problème de United, c'est qu'on n'a pas d'argent. On espère vendre des joueurs. Quand on connaît que le dossier Anthony il est sur le point mort parce que le Betis ça coince, quand on connaît aussi que le dossier Garnacho ça coince parce que Chelsea réévalue le joueur à 35 millions de livres sterling alors que Manchester United en demande 60. Donc on est loin de pouvoir vendre des joueurs. Donc Manchester United a étudié avec Leipzig qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, apparemment, Rasmus Højlund est une option pour Leipzig. Donc, Manchester United est prêt à inclure Rasmus Højlund plus 20-30 millions de livres sterling pour signer Benjamin Sesko. Honnêtement, les gars, je pense que Rasmus Højlund en Bundesliga, ça va faire des merveilles. Il va retrouver la confiance, il va se remettre à marquer des buts et j'espère vraiment que ça va se faire. Que ce soit pour le joueur, que ce soit pour Manchester United. Pour le joueur, je pense que continuer sa carrière en tant que numéro 9 en Bundesliga, ça va lui faire du bien, ça va lui redonner confiance, et surtout, je pense qu'il va marquer des buts, ce qui va permettre qu'il va jouer avec la Danemark la Coupe du Monde. Donc, ça peut être bien pour Rasmus Højlund. Pour Manchester United, voilà, c'est un joueur qui doit partir. Si jamais on cible vraiment un numéro 9, si vraiment c'est une priorité numéro 9, Rasmus Højlund doit partir. C'est comme cela les gars. Donc au final, gagnant-gagnant. Et je pense que si on met dans le deal un Rasmus Højlund pour faire baisser le prix, ça peut être une très très bonne idée. Maintenant les gars, notez-moi cette future attaque de Manchester United. Qu'est-ce que vous en pensez? Sesko, Cunha, Mbeumo. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste sur l'attaque de Manchester United la saison prochaine. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.